Démarrage. OK, c'est lancé. Bonjour à tous, bonjour Emilien, bonjour Olivier, bonjour Vincent. J'ai jamais reçu autant de gens sur Livestorm. Merci beaucoup à vous 3 d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on fasse ce petit webinar. Alors, je vois qu'on a pas mal de messages dans le chat. Bonjour, bonjour à tous. Il y a déjà pas mal de personnes connectées. Je vous propose, comme d'habitude, qu'on prenne 2-3 minutes en attendant voilà, les dernières connexions. Moi, je prends 10 secondes juste pour vous expliquer comment marche Livestorm. Et puis après, éventuellement, à ceux qui sont déjà là, je vous laisserai vous présenter dans le chat où vous en êtes dans votre auto-entreprise. Je vois qu'il y en a certains qui sont en formation chez nous, donc n'hésitez pas aussi à dire quelle session, quelle formation et pour quel objectif. Alors du coup, ma petite minute Livestorm. Donc Livestorm en bas, vous voyez, vous avez deux onglets principaux que vous allez utiliser. Donc l'onglet chat que vous êtes déjà tous en train d'utiliser. Donc là, c'est pour communiquer entre vous, communiquer avec l'intervenant également. On va souvent vous inviter, voilà, à vous poser des questions, etc. N'hésitez pas à interagir avec nous, ça fait toujours plaisir. Et puis à côté, pour le coup, vous avez l'onglet un peu plus officiel questions. Donc là, pour le coup, c'est pour poser des questions. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions. Comme d'habitude, moi, je vais rester là en modération. Je regarde toutes les questions. Si je sens une question qui est bloquante sur un des sujets, je me permettrai de vous couper, donc un de vous trois, ou de m'auto-couper d'ailleurs, pour répondre à la question, voilà, pour éviter les blocages. Et puis sinon, on prendra toutes les questions à la fin, avec en prio, bien sûr, les questions qui ont eu le plus de votes, et en espérant qu'on ait le temps de prendre toutes les questions, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas mangé. Voilà pour un minute Livestorm. Du coup, je vous laisse vous présenter tous rapidement dans le chat. Il est 32, donc je vous propose qu'on commence d'ici une petite minute, si ça vous va. Moi, ça me va grave. Merci beaucoup, Léopoldine. Bonjour tout le monde. Et vraiment, vous avez choisi la bonne session puisque on a réuni les meilleurs des meilleurs sur tous les sujets qui vont vous intéresser pour le freelancing, la formation, l'administratif et les assurances, que ce soit de la santé, de la retraite, des RC Pro, et cetera. Donc vous êtes clairement au bon endroit. Bravo, vous avez bien investi votre repas. Et en plus, ils peuvent manger en nous regardant, comme tu le sais aussi, contrairement à nous qui ne pouvons pas manger en présentant. Tout à fait. Voilà. C'est un N'hésitez gros pas à nous avantage dire qu'ils ce ont que sur vous nous. allez manger, on est habitués. Très cool. Ouais, non, ça va être très sympa. Je vois pas mal d'élèves là de WebMyDead dans le chat. Bon choix, bon choix. Je vois que vous êtes assidus sur Slack. Effectivement, ça va vous aider. Alors, la partie financement de formation, je pense que vous m'avez déjà eu à ce sujet-là. Mais oui, tout ce qui va être assurance, retraite, et puis évidemment, tout l'administratif, Emilien, on ne te présente plus chez WebMyDead. Voilà, je pense que ça va être utile pour tout le monde. Et du coup, ce que je vous propose, voilà, vous êtes plus d'une trentaine à être connectés. Je vois qu'il n'y a plus personne qui se présente. Merci à tous ceux qui se sont présentés. Et du coup, ce que je vous propose peut-être, les garçons, c'est qu'on se présente tous rapidement. Donc, moi, je vais commencer parce que je pense que voilà, ça va aller très vite. Et puis ensuite, je vous laisserai vous présenter tous les trois et puis on enchaîne. Je pense que le premier à monter sur scène, c'est Emilien, si je dis pas de bêtises. C'est sûrement ça, oui. Alors du coup, moi je me présente très rapidement. Donc moi c'est Léopoldine, je suis la fondatrice et la responsable formation chez WebMyDay. WebMyDay, on est un organisme de formation, on forme les personnes, alors en grande majorité, en reconversion professionnelle vers les métiers du digital. Et donc, moi, mon rôle chez WebMyDay, alors, à un moment, ça a été de tourner les formations. Maintenant, c'est de penser les parcours de formation et puis surtout de vous accompagner dans cette nouvelle vie. Donc, on prend de la formation qui peut aller le mieux avec vous et puis vous aider dans les dossiers également de formation pour que ça vous coûte le moins cher possible. Et du coup, bien sûr, ce sera mon sujet aujourd'hui. Eh ben, moi, c'est Emilien et je suis le CEO de Super Indep, qui est donc une solution qui vous accompagne sur la gestion administrative. En fait, la meilleure façon de comprendre Super Indep, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous pensez avoir besoin d'un comptable, c'est très certainement que vous avez besoin de Super Indep, c'est-à-dire d'une solution qui va automatiser vos déclarations URSSAF, vos déclarations de TVA et qui va vous proposer un vrai accompagnement avec quelqu'un à qui vous pouvez poser toutes vos questions parce qu'on est tous bien placés pour savoir que quand on se lance en freelance, on a un paquet de questions et comment on facture et comment je me paye et combien je vais payer et qu'est-ce que c'est que la CFE, etc., etc. Et Super Indep est là pour ça.
Est-ce que Vincent, tu veux te présenter rapidement? Bien sûr, je vais continuer. Je passe juste après toi. Du coup, Vincent, je suis responsable marketing chez Olino. Donc, je m'occupe des actions marketing et communication transverses. Et chez Olino, on propose des solutions d'assurance professionnelle, donc à la fois pour les indépendants, les TPE et les PME. Et on vous facilite un peu cette démarche de protection qui peut sembler complexe et très obscure à travers un formulaire très rapide en ligne qui dure moins de 3 minutes, qui vous permet d'obtenir votre devis et de vous protéger. Et on vous accompagne tout au long de votre croissance pour toutes vos questions autour de la protection, des sinistres que vous pouvez avoir, des risques, des imprévus, dont on va parler une bonne moitié ici. Voilà. Et je clôture le bal, du coup. Olivier, fondateur et dirigeant de Caravel. Caravel qui est une complémentaire retraite qui a pour objectif de vous assurer une vie à la retraite plus confortable avec deux angles principaux qui nous animent. Un, à la partie financière, faire en sorte que vous soyez autonome, indépendant et serein à la retraite. Et deux, sur la partie climatique. Étant donné que la retraite, c'est souvent dans quelques années, voire des dizaines d'années, l'objectif, c'est de financer un monde dans lequel on aura envie de vivre à la retraite et donc investir votre épargne, vos cotisations dans des projets 100% engagés pour une économie bas carbone et compatible avec l'accord de Paris. Et évidemment, si vous accompagnez sur tous les sujets retraite, comprendre est-ce que je cotise, combien ça représentera demain, et ainsi de suite, et vraiment démocratiser, évangéliser, simplifier tout ça. Voilà. Franchement, Trop à cool. tous en tout cas. Bah, vous l'avez compris, c'est tout un programme. Du coup, on va commencer par le commencement. Émilien, je vais te laisser effectivement ouvrir le bal avec ta partie du coup sur gagner du temps en tant qu'indépendant. Et oui, on vous avait prévenu, les meilleurs des meilleurs et donc 4 étapes clés et parmi ces étapes, effectivement, il y a, toute la partie administrative. Tiens, on aurait pu mettre cette slide pour se présenter aussi, ça aurait été, une idée, mais c'est pas grave, vous la repasserez, pour, profiter de nos photos si jamais les caméras ne suffisent pas. Alors, l'idée, moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était une étape clé, dans l'objectif qui est comment gagner du temps, au quotidien et pour le sujet qui me concerne évidemment, sur la partie administrative et donc j'aurais voulu commencer par préciser avec vous, qu'est-ce que ça veut dire administratif? Parce que personnellement, en tant que CEO d'une boîte qui s'occupe de ça, je suis bien le placé pour savoir que c'est très, très galvaudé comme terme. Il y en a pour qui faire de l'administratif, c'est juste faire une facture et il y en a pour qui faire de l'administratif, c'est rédiger par exemple, leur déclaration de revenus à leur place. D'autres pour qui c'est la partie assurantielle et cetera. Donc en fait, le truc, c'est que c'est un peu tout ça à la fois. Donc en tout cas, moi, quand je vous parle d'administratif, de quoi je veux, vous parler? Je veux vous parler des problèmes de facturation qui sont effectivement, bien sûr, la première question, qu'on se pose, quand on veut se lancer. Et puis tous les organismes sociaux, à commencer par l'URSSAF évidemment. Alors en fait, des organismes sociaux, il y en a tout un tas, mais c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, il y en a un seul avec qui on discute en priorité, notamment, dès qu'on fait potentiellement sa création, notamment si on est en profession libérale et c'est l'URSSAF. Je vais vous parler aussi de la TVA qui est pour moi l'autre gros sujet des auto-entrepreneurs. Alors, je sais quand vous vous lancez potentiellement, vous n'y êtes pas, mais justement, c'est d'autant plus un piège parce que du coup, vous l'anticipez pas et ça peut faire très, très mal. Donc je vais quand même, vous parler de qu'est-ce que c'est que cette TVA et après je vais parler de un peu tout le reste quelque part, c'est-à-dire notamment la CFE et puis tous les autres frais, qu'il faut gérer en termes de gestion administrative et enfin, l'impôt sur le revenu qui est effectivement pour moi, on va dire la dernière partie parce que quelque part, en fait, toute la première partie, c'est je gère des choses pour informer mes clients et l'État, quelque part, de combien je gagne et la dernière étape, c'est, du coup, j'informe l'État de combien j'ai gagné pour pouvoir être imposé. Mais tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de cet administratif, c'est pas juste de nous casser les pieds et de faire de la paperasse, c'est avant tout, en fait, de savoir combien vous allez pouvoir vous payer. C'est pour ça que c'est un sujet hyper important. La question qu'il y a derrière tout ça, la facturation, combien je paye à l'URSSAF, c'est quoi la TVA, la CFE et cetera et combien je paye d'IR, en fait, c'est de savoir combien vous allez pouvoir vous payer à la fin du mois et c'est ça qui est hyper important et c'est pour ça qu'il faut quand même regarder ces sujets sérieusement quand vous vous lancez. Et là, effectivement, je vous ai mis un petit schéma à droite, très schématique, mais qui vous permet de voir en gros qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Si vous partez de votre chiffre d'affaires, alors ça ne s'adresse que aux auto-entrepreneurs, on est bien d'accord. Je suis désolé d'ailleurs si vous avez d'autres statuts, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions sur d'autres statuts, éventuellement on pourra répondre à la marge, mais là c'est vraiment pour l'auto-entrepreneur. On part du chiffre d'affaires, on enlève l'URSSAF,
21,1 si on fait de la prestation de service. On enlève la CFE, cotisation foncière des entreprises qu'on paye une fois par an. C'est pour ça que j'ai mis au 1/12, ça fait à peu près, sur un mois, là, j'ai compté une CFE à 500 €. Bon, peu importe, en gros, ça fait pas énormément, mais il faut y penser quand même. Et puis les frais divers, bah, ça, c'est, votre abonnement Super Indep, votre compte bancaire, vos assurances et cetera. Et une fois que vous avez payé tout ça, il vous reste à payer votre impôt sur le revenu et ce qui reste donc, c'est votre rémunération. Donc on va regarder de près comment facturer, l'URSSAF, la TVA, la CFE et à la fin, comment est-ce qu'on paye son IR. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder, de vous donner en fait 3 tips sur, comment gagner du temps sur toute cette partie-là et donc in fine, savoir combien vous payez. Ça, c'est un truc, vraiment, vous croiserez jamais un patron de start-up ou de PME qui fait sa compta lui-même. Des indépendants, ça peut arriver, mais franchement, ils sont un peu à la marge. Mes 2 associés, par exemple, l'ont fait, mais franchement, ils sont un peu à la marge. Heu, c'est très, très rare de trouver des gens qui veulent faire leur compta par eux-mêmes. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais franchement, c'est quelque chose qui est tellement classique et logique, d'externaliser que c'est vraiment dommage de vouloir garder cette partie pour vous. Donc toute cette partie-là, externalisez au maximum. Ça veut dire, s'il vous plaît, arrêtez de faire des factures sous Excel ou sous Word ou sous Canva, parce que je sais qu'il y a des graphistes qui adorent ça aussi. S'il vous plaît, arrêtez parce que vraiment, il y a un tas de logiciels de facturation très performants qui sont gratuits ou pas chers. Vraiment, il n'y a pas de bonne raison, de risquer de faire des factures qui sont pas au bon format, juste parce que vous trouvez que c'est plus joli d'avoir un logo à tel endroit qu'à tel endroit. Surtout que, voilà, encore une fois, il y a plein de logiciels de facturation qui vous permettent de faire des choses également très jolies. Donc vraiment, la partie facturation, ne la faites pas par vous-même. Des exemples de logiciels de facturation gratuits, bah, il y a Super Indep, par exemple, sur la partie facturation qui est gratuite. Il y a des outils comme facture.net qui sont gratuits. Il y a des outils comme, Abi qui sur une première partie en tout cas, permettent de gérer, de la facturation de façon gratuite aussi. Il y a Time aussi, bref, il y a tout un tas de solutions, effectivement qu'on peut trouver, mais si vous tapez «logiciel de facturation gratuit auto-entrepreneur», vous en verrez tout un tas. Hem La deuxième étape donc, c'est vraiment, bah, déléguer cette gestion administrative. C'est-à-dire déjà facturer, c'est un petit peu, c'est un truc, OK, c'est assez facile, vous pouvez le faire évidemment par vous-même, mais le faites pas avec n'importe quels outils. Et le deuxième point, c'est, bah, l'URSSAF, les impôts pro. Je sais, c'est pas hyper compliqué et donc c'est intéressant de comprendre ce qui se passe, mais une fois que vous avez compris, franchement, quel intérêt pour vous, d'aller faire une tâche qui peut être complètement automatisée? Parce qu'il faut bien vous dire que la plupart du temps, vos logiciels de facturation, ils ont l'info pour pouvoir, automatiser, par exemple, ces déclarations à l'URSSAF ou de TVA. Donc c'est vraiment dommage de pas utiliser, ces outils-là. Et donc voilà, bah, c'est notamment ce que fait Super Indep en vous proposant d'automatiser toute cette partie URSSAF, impôts pro, donc c'est pour la TVA et la CFE. Donc toute cette partie-là, le truc c'est que, vous allez vous dire en général quand vous vous lancez: «Bah, c'est facile, je vais une fois par mois sur le site de l'URSSAF, je déclare mon CA, c'est bon, c'est facile». Oui, en théorie, je suis d'accord. En pratique, ce qu'on voit, nous, on a chez les milliers de clients qu'on a chez Super Indep, c'est qu'en fait, quand ils arrivent, ils viennent souvent pour des sujets de TVA parce que ça les fait flipper. Et en fait, on se rend compte que ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils déclarent mal leur cotisation à l'URSSAF, soit parce qu'ils déclarent pas dans la bonne ligne, soit parce qu'ils déclarent ce qu'ils ont facturé et pas ce qu'ils ont encaissé. Il y a tout un tas de petites choses en fait à gérer, soit parce qu'il y a des déclarations qui ont été perdues et qui sont pas au courant, ce qui arrive souvent aussi, par exemple, quand vous déménagez à l'URSSAF. Bref, il y a quand même tout un tas de choses à surveiller. C'est pas si trivial que ça en a l'air et surtout, alors après, enfin, vous ferez vos calculs vous-même, mais par exemple, une solution comme Super Indep, c'est 19 € par mois. Moi, je ne vois pas, dans quel business on ne gagne pas, à déléguer, une tâche qui peut nous prendre, 1 heure et demie par mois, d'aller faire les déclarations URSSAF, des impôts, récupérer ce qu'on peut sur la TVA et cetera. Par rapport à ce que, enfin, la plupart du temps, ça vaut quand même les 20 € par mois. Si vraiment ça vous pensez que pour vous, c'est très important de le faire, bah, faites-le, mais vraiment, renseignez-vous bien, regardez-vous bien, renseignez-vous bien sur ces sujets-là pour ne pas déclarer n'importe comment. Donc c'est pour ça que je disais, faites-vous accompagner par des spécialistes de votre statut. Ça, c'est un autre point important, c'est éviter de regarder, bah, par exemple, je sais que c'est étonnant, mais si vous allez voir des comptables, vous verrez que souvent, ils sont très peu renseignés sur l'auto-entreprise. Et en fait, c'est pas étonnant quand on y pense, c'est parce que justement, l'auto-entreprise, par définition, a été pensée pour ne pas avoir besoin de comptabilité. Donc forcément, les comptables, c'est pas le statut qu'ils connaissent le mieux parce qu'ils en gèrent pas ou très peu et qu'ils ont pas grand chose à faire dessus. Donc en fait, à partir du moment où il y a pas de bilan comptable, c'est un peu difficile de vous accompagner.
Donc cherchez plutôt des gens qui sont spécialistes de ces sujets-là. Il n'y a pas que Super Indep, hein, il y a d'autres personnes qui sont très compétentes sur ces sujets-là et donc n'hésitez pas, à aller les voir, à leur poser des questions si vraiment vous voulez gérer, par vous-même. Le tips numéro 2 et ça c'est fondamental, peu importe votre statut pour le coup, vraiment, mensualisez tout ce que vous pouvez. Notamment quand vous êtes auto-entrepreneur, en fait, c'est une chance incroyable de pouvoir payer en permanence ce que vous devez et d'éviter, s'il y en a qui ont regardé les webinars que j'ai fait, notamment avec Dougs et d'autres, où on explique en fait, comment, enfin, comment est-ce qu'on calcule normalement ce qu'on doit payer quand on est en entreprise individuelle ou en EURL. En fait, c'est un peu un cauchemar parce que ça tient compte de ce que vous avez gagné les 2 années précédentes. Donc vous savez vraiment jamais trop ce que vous payez et en plus, si vous faites le yo-yo dans votre rémunération, vous vous retrouvez à payer l'année où vous gagnez le moins, ce que vous l'année où vous gagnez le moins, vous pouvez vous retrouver à payer le plus d'impôts puisque l'année d'avant, vous aviez gagné beaucoup d'argent. Je sais que c'était pas clair, mais je me comprends. Ce que ça veut dire en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à gérer et pour le coup, vous avez tout le temps la possibilité de mensualiser un maximum de choses, que ce soit l'URSSAF, que ce soit la TVA, que ce soit votre CFE et notamment pour la TVA, faites attention parce que même si par exemple vous êtes en société et que vous déléguez ça à un comptable, la plupart du temps, il va pas vous mettre en mensuel parce que lui, ça l'arrange pas trop en fait de vous mettre en mensuel. Du coup, il vous pose rarement la question et juste il vous met en déclaration annuelle. Mais honnêtement, en mensuel, c'est beaucoup plus simple à piloter, même si vous n'êtes pas, en auto-entreprise. Pareil, la CFE, très peu de gens vous le disent et si vous ne demandez pas aux impôts, ils vous le feront pas, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de la payer une fois par an, vous pouvez la payer tous les mois, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup plus simple et l'impôt sur le revenu évidemment, mais là, pour le coup, ça va, ça commence à être bien mensualisé. Maintenant, tout le monde a à peu près mis en place, un prélèvement, sur son compte, mais il faut juste faire attention à ce que ce prélèvement soit bien adapté par rapport aux revenus qu'on estime sur l'année. Donc, grand 1, on délègue toute la partie administrative et on fait pas ses factures nous-mêmes. C'est quand même une bonne façon de gagner du temps. Grand 2, on mensualise tout. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais moi ça me fait pas gagner du temps parce que si je mensualise tout, du coup, je fais plus de déclarations». Bah non, parce que vous avez tout délégué. Et en plus, même si vous n'avez pas tout délégué, comme vous allez quand même faire des erreurs quoi qu'il arrive, ou que l'URSSAF fera des erreurs pour vous, comme je disais, parce que, par exemple, vous allez déménager, ils vont vous perdre des déclarations et cetera. Bah, en fait, si vous êtes en mensuel, dans tous les cas, quand il y a des erreurs, ce sera beaucoup plus facile à gérer et à corriger que quand vous ne serez pas en déclaration mensuelle. Et enfin, le troisième tip, ce qui pour le coup n'a rien à voir avec Super Indep, si ce n'est avec, ma vie, personnelle, en tant que CEO, et je pense que pour les autres, c'est vrai aussi, mais je pense que la plupart des freelances, de toute façon, doivent s'y mettre parce qu'ils ont tous quelque part les problématiques d'un CEO en termes de visibilité, en termes de rédaction de mails et cetera. Confier un maximum de tâches à l'IA, aux IA, qui vont bien. Oui, il n'y a pas que ChatGPT, même si, mais celui-là, il va particulièrement bien, notamment pour tout ce qui est rédaction de mails, post, alors, et tout ce qui est, légal. Ça peut être courrier, ça peut être, imaginer un contrat et cetera. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lui faire et puis, poster ça de façon automatique. Évidemment, une IA, c'est tout sauf intelligent, c'est juste un outil. C'est un outil qui rédige très bien. Donc, utilisez-le comme tel. C'est un truc qui rédige très bien à votre place. Vous, vous avez l'idée, vous avez la matière grise, vous pouvez adapter le truc. Vous devez évidemment le relire, l'adapter à votre situation. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire gagner pas mal de temps pour vos réseaux sociaux, pour vos mails, pour tout ce qui est légal. N'hésitez pas à utiliser ces outils. En très résumé, vous déléguez votre admin que vous mensualisez au maximum et pour le reste, vous utilisez des IA pour tout ce qui est redondant et qui ne nécessite pas d'intelligence et vous allez gagner tout un tas de temps sur votre partie administrative. C'est ça ton secret, Emilien, en fait, pour poster autant sur LinkedIn? Poster autant, mais tu rigoles, je poste même pas tous les jours. Je connais plein de gens qui Je postent rigole, tous moi les j'ai du mal jours. à poster une fois dans la semaine. Moi, je poste tous les jours où je travaille à peu près. C'est bien ce que je dis. Merci Emilien pour nous avoir montré un peu comment gagner du temps et ne pas se tromper, on va dire, dans ses tâches administratives. Et maintenant, on va voir ensemble comment ce temps qu'on a gagné, on peut le pérenniser et au final s'en servir à bon escient. Donc avec Olino, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est comment justement anticiper le futur et vous aider à vous créer une protection pour l'avenir. Emilien l'a assez répété, être indépendant, on n'est pas seul face aux risques, face aux problématiques qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez vous protéger pour profiter pleinement de votre vie, votre activité d'indépendant. Et pour ce faire, on va commencer un peu par parler des aléas de la vie.
C'est un sujet un peu omniprésent qu'on a chez Olino, que ce soit avec nos prospects, nos clients ou avec qui on peut discuter un peu partout. C'est quelque chose où, quand on est indépendant, freelance, auto-entrepreneur, on a tendance à faire l'impasse. On se dit que ça ne me concerne pas, je fais attention, je ne me ferai pas mal. Mais pourtant, c'est quelque chose où tout le monde va être concerné et qui pourrait mettre fin à votre aventure entrepreneuriale très rapidement. Et donc, pour ce faire, je vais vous parler de quelques risques auxquels vous serez sûrement confrontés ou vous pourrez être confrontés. Et pour ce faire, on va commencer par parler un peu des accidents de travail. C'est un point qu'il faut tout le temps avoir en tête. Donc, que ce soit un accident de voiture, de vélo ou même un accident tout bête, il faut se dire que ça peut engendrer de graves conséquences. Un exemple tout bête, je ne sais pas s'il y a des photographes parmi nous, indépendants, mais imaginez si vous tombez bêtement dans les escaliers et vous fracturez le poignet, comment vous allez pouvoir continuer de faire vos prestations, de développer votre activité. En fait, il faut se dire qu'en tant qu'indépendant, vous êtes totalement dépendant de votre activité et de votre capacité à l'exercer. Et que si vous devez vous arrêter quelques jours ou même quelques mois, comment va se passer votre quotidien? Comme votre côté professionnel et votre côté personnel sont très proches, faut penser et toujours avoir ça en tête. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de voir comment vous pouvez vous protéger et comment vous pouvez être couvert, surtout si vous ne pouvez plus percevoir de revenus parce que vous ne pouvez plus exercer votre activité. Ça, c'est un des cas les plus graves. Après, il en existe des un peu plus petits, comme par exemple tout ce qui va être maternité, maladie, opération, peu importe. C'est des éléments qui vont vous faire arrêter de travailler pendant quelques temps. Généralement, on ne prévoit pas d'être malade. Une opération, ça peut éventuellement se prévoir, mais une grippe va très difficilement se prévoir, ou alors vous êtes très fort. Mais souvent, quand on se lance en tant qu'indépendant, on se dit arrêter de travailler, c'est impossible, je ne prends pas de vacances, je n'ai pas trop le temps, j'adore ce que je fais, je ne peux pas me permettre d'arrêter, sinon je n'ai plus rien. Alors, certes, c'est plutôt vrai, mais il faut quand même faire attention et se prémunir face à ça pour ne pas sacrifier sa vie personnelle pour sa vie professionnelle. En fait, pour vous, votre santé, il faut vraiment se dire que c'est primordial et que c'est là-dessus que tout repose. Vous avez beau être excellé dans ce que vous faites, si votre santé n'est pas au rendez-vous et que vous ne pouvez pas continuer de l'exercer, vous ne pourrez pas continuer, tout simplement. Ce que vous allez également pouvoir rencontrer, ça va être des litiges avec des clients ou des erreurs ou des fautes que vous pourrez faire à travers votre activité. Donc, quand vous allez vous lancer ou développer votre activité, vous allez vous exposer à un autre type de risque qui va être celui d'exposer votre responsabilité civile professionnelle. En fait, tout le monde a déjà de base une responsabilité civile personnelle qui, elle, est obligatoire. Un exemple tout bête avec celle-là, c'est généralement quand on est étudiant, on est obligé d'en avoir une. Imaginez si vous cassez un ordinateur à l'école. En fait, c'est ce genre d'exemple-là. Donc, la RC perso est obligatoire. Et à travers votre activité, les missions que vous pourrez faire, vous pouvez vous exposer à un client mécontent ou à de potentielles erreurs qui pourraient avoir de graves conséquences financières parce qu'elles auraient un coût extrêmement élevé pour les réparer. En fait, c'est un risque qu'il ne faut vraiment pas négliger, les conséquences financières, parce qu'en plus de faire un trou dans votre trésorerie et de devoir sortir de l'argent de votre poche, c'est votre notoriété qui va être directement affectée, parce que si vous ne pourrez pas réparer un dommage avec un client, il va vite le faire savoir. Et enfin, le vol, que ce soit dans le côté personnel ou professionnel, on se dit toujours ça ne m'arrivera jamais, je fais attention, je garde ma voiture au bon endroit, mon matériel est toujours bien sécurisé. Détrompez-vous, ça peut facilement arriver à tout le monde. Et surtout quand on a des gros investissements, je sais que pour certaines activités, vous aurez sûrement besoin d'ordinateurs puissants. Vous êtes motion designer par exemple et vous avez besoin d'une machine de course. Que ce soit de la machinerie, des outils ou même une fourgonnette ou l'exemple du photographe tout à l'heure avec un boîtier, des objectifs, ce matériel-là, il est essentiel pour vous et c'est extrêmement important que vous l'ayez au quotidien. En fait, c'est tout comme votre santé qui est vraiment primordiale et c'est la chose sur laquelle vous devez faire vraiment attention. Votre matériel, il va être aussi important parce que comment vous pourrez travailler sans lui? Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et en fait, se prémunir contre le vol, ça va vous permettre de ne pas vous retrouver à subir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, une perte de chiffre d'affaires parce que vous allez être dans l'urgence de retrouver le matériel adapté, celui dont vous avez besoin. Généralement, le vol, il ne va pas être prévu dans vos finances. C'est rare que dans les prévisionnels, on prévoit de se faire voler du matériel. Donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment se prémunir et faire attention. Surtout qu'en plus du trou dans la trésorerie, ça peut surtout vous faire prendre du retard sur votre activité
et par conséquent avoir un impact sur votre vie perso. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup d'événements imprévus qui peuvent arriver. Quand on est indépendant, si on doit s'arrêter pour une raison X ou Y, on n'a plus de revenus. C'est aussi simple. Hein. Et en fait, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une faute face à un client, un partenaire. Donc, en plus de faire attention, le plus important, ça va être de se protéger. Et maintenant, justement, on va voir comment vous pouvez vous protéger face à cet imprévu. On va voir qu'en fait, il existe des solutions. On l'a répété au début, être indépendant, c'est faire partie d'un écosystème et il est facile de se faire accompagner, que ce soit par des solutions, entre guillemets, payantes, comme SuperIndep, Olino, Caravelle ou MID, ou par des solutions plus diverses, soit rejoindre des forums, des Discord, des groupes. Quand on est indépendant, on peut facilement se faire accompagner dès le début, par exemple, se faire accompagner par un cabinet d'experts comptables pour rédiger ses statuts. Et il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des outils qui existent et qui sont là pour que vous les utilisiez. Et pour vous protéger, moi, je vais vous parler d'abord de la RC Pro. Je parlais des litiges juste avant. C'est là que la RC Pro, justement, elle va intervenir. C'est la base de l'assurance pour tous les professionnels, indépendants, TPE, PME, grands groupes. C'est l'assurance vie d'une entreprise. Elle va vous protéger pendant l'exercice de votre activité dès lors qu'en fait, votre responsabilité sera engagée. En tant qu'indépendant, vous êtes maître de toutes vos actions et vous êtes responsable face aux moindres problèmes qui pourraient subvenir, que ce soit à la suite d'une erreur, d'une réclamation ou même d'un dommage causé à un client, un fournisseur, un partenaire. Pour vous donner un petit exemple, pour que vous compreniez un peu mieux comment va vous protéger la RC Pro, je vais garder mon exemple de photographe. Imaginez, vous avez photographié un événement pour un client, mais en raison d'une erreur technique, toutes les photos elles ont été perdues ou endommagées. Dans ce cas-là, le client il pourra exiger une indemnisation pour la perte des photos, ainsi que pour les dommages qui ont été causés à sa réputation et aux opportunités commerciales qu'il aura pu manquer. Et dans ce cas-là, les coûts des dommages ils peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, et sans protection, vous allez devoir réparer ces dommages de votre poche. C'est là qu'en fait la RC Pro va intervenir pour vous aider à vous indemniser et vous accompagner dans l'ensemble du processus. Ensuite, on parlait de la santé un peu plus tôt. C'est là que la mutuelle et la prévoyance, elles vont être vos meilleurs alliés. En tant qu'indépendant, votre santé, ça va être votre meilleur allié pour profiter pleinement de votre activité. Quand vous êtes salarié, vous bénéficiez d'une mutuelle entreprise et les frais de santé, du coup, vont être partiellement pris en charge par l'employeur puisque l'autre partie va être prise en compte par la sécurité sociale. En tant que freelance, vous devez compter tout simplement sur vous-même pour faire attention à votre santé. Donc, faut penser qu'en fait, qu'un accident de travail, une maladie, c'est des frais surtout qui vont être associés, plus que l'étape d'avoir mal et de réparer tout ça. C'est des frais qui vont être associés et ça va être un poids dans votre trésorerie. Et en fait, c'est là que la mutuelle individuelle elle va intervenir parce qu'elle va vous permettre de bénéficier d'une couverture de santé qui va être similaire à celle d'un salarié. Pour ceux qui verraient mal ce qu'est la mutuelle, elle va venir par exemple pour rembourser vos frais médicaux, pour vos soins dentaires, vos soins optiques, pour la prévention, le bien-être et pour l'hospitalisation. Il faut vraiment avoir toujours en tête que la clé, c'est soi-même et c'est sa personne avant tout. Et de l'autre côté, on va avoir la prévoyance. La prévoyance, elle va intervenir pour tous les accidents de travail et dès que vous serez dans l'incapacité de travailler. Par exemple, vous vous fracturez la jambe, vous êtes immobilisé pendant tant de mois, vous ne pouvez plus exercer votre activité. Si je dois vous résumer rapidement la prévoyance, c'est que sans prévoyance, vous n'aurez aucun complément de revenu en cas d'immobilisation et par conséquent, une perte du niveau de vie. La prévoyance, elle va couvrir toutes les situations d'invalidité, d'incapacité de travail en prévoyant le versement d'indemnités ou de rentes pour compenser la perte de revenus qui a été générée. Et un autre côté qui peut être un peu moins drôle et un peu plus dramatique, ça va être que la prévoyance, elle va assurer la protection financière de vos proches en cas de décès ou d'invalidité de votre part. En fait, c'est en cas de décès, les prestations versées vont aider à maintenir le niveau de vie de votre famille s'il y a des dettes à rembourser, s'il y a des études à financer ou toute autre chose. Et c'est quelque chose auquel c'est difficile de penser à son décès, certes, mais on a eu un partenaire avec qui a connu un cas où des indépendants, donc qui étaient des cadres externalisés dans des entreprises, ils ont été victimes de décès et ils n'avaient pas de prévoyance. Et justement, il y a eu des conséquences sur les familles qui ont dû subvenir au décès et prendre en charge certains coûts qui ne sont pas prévus. C'est pareil pour le décès, on se dit que ça peut arriver aux autres et pas à soi. C'est difficile d'y penser, certes, mais il faut toujours avoir ça dans le coin de la tête. Et maintenant, vous vous demandez sûrement combien tout ça, ça coûte. C'est difficile à vous dire à vue d'œil comme ça parce que le tarif, il va dépendre essentiellement de votre activité et du niveau de protection que vous avez besoin. En fait, selon votre activité, votre chiffre d'affaires, les garanties que vous avez besoin ou votre franchise, le prix va fortement varier.
Mais en tout cas, pour une RC Pro, qui est l'assurance vie, entre guillemets, des entreprises, pour un indépendant, ça peut varier entre 150 et 300 euros par an au maximum, selon votre niveau d'activité, votre niveau de développement, votre niveau de risque. Et si je peux vous donner rapidement un conseil dessus, c'est par exemple chez Olino, on vous propose en moins de 3 minutes de faire votre devis. Ça vous engage bien évidemment à rien, mais au moins vous comprendrez quelles sont les protections dont vous pourriez avoir besoin et quels sont les niveaux de protection auxquels vous devriez souscrire si vous le faisiez. Et enfin, pour finir, est-ce que c'est obligatoire? Pas systématiquement. L'obligation de s'assurer va surtout dépendre de votre profession. Si vous exercez une profession réglementée, donc à savoir profession libérale, toutes les professions dans le médical, la finance, le juridique, l'immobilier, les artisans, vous aurez l'obligation de souscrire à une RC Pro réglementée. Et enfin, même si vous ne faites pas partie de ces professions-là, elle est fortement recommandée, quelle que soit la profession que vous exercez, pour sécuriser votre activité professionnelle face à tous ces événements qui pourraient durablement impacter votre activité. En fait, si je devais résumer un peu tout ça, vous devez vraiment faire attention à vous protéger. Il y a de nombreux risques auxquels on ne pense pas forcément, qu'il faut avoir en tête au quotidien si vous voulez vivre pleinement votre vie d'indépendant. Et c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Olivier pour Caravelle. Top, merci pour toutes ces précisions. Et donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de retraite et notamment comment essayer d'inclure cette logique de retraite dans votre quotidien en tant qu'indépendant. C'est vrai que c'est un peu comme l'assurance, c'est pas quelque chose auquel on va penser en priorité. Et c'est un apprentissage qu'on a souvent en deuxième partie de vie. Nous, on a créé Caravelle parce que j'ai eu le constat, moi, à titre personnel, que je cotisais pas. Et donc, je vais essayer de revenir sur les différents cas pour lesquels on cotise ou pas et quelles sont les astuces à mettre en place au quotidien pour essayer, justement, d'améliorer son quotidien, ou en tout cas ne pas l'amputer, mais deux, se doter d'un avenir plus confortable. Pour vous proposer comment un petit peu est venue la logique à 30 ans, même avant, à 27 ans, de créer une boîte sur la retraite. En fait, j'ai été micro-entrepreneur et dirigeant d'une SAS avant. Et en SAS, je me rémunérais très peu, et c'était uniquement en dividendes. Et du coup, je faisais des activités de micro-entreprise à côté sur un autre secteur d'activité pour essayer de dégager un petit peu de revenus. Et en fait, je cotisais pas avec ma micro-entreprise. Je déclarais pas assez de chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise pour cotiser à la retraite. Et la rémunération en dividende avec la SA ne donne droit à aucune cotisation. Et donc, je me suis rendu compte qu'à 28 ans, après 6 années d'activité professionnelle, j'avais cotisé quasiment 0 trimestre pour ma retraite. Et du coup, il fallait absolument que je rééquilibre un petit peu la chose. Sauf que rééquilibrer la chose, souvent, ça veut dire mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté, ça veut dire potentiellement amputer son quotidien. Et donc, on a essayé de réfléchir à des solutions pour essayer de pallier à cette solution. Donc, on va revenir quand même en amont sur les idées reçues, et ça va faire un petit peu delta par rapport à ma situation à moi personnelle. Les indépendants ne cotisent pas à la retraite. Alors, c'est une idée reçue qui est évidemment fausse, puisque normalement, tous les indépendants cotisent à la retraite. Alors, il y a des conditions, évidemment, de cotisation, notamment quand on est micro-entrepreneur, il faut déclarer un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir cotiser. C'est aujourd'hui en France 4 137 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise pour valider un trimestre. Et sachant que ça s'accumule et il faut 20 000 € par an à peu près, il y a une dégressivité pour cotiser 4 trimestres par an. On ne peut pas cotiser plus de 4 trimestres par an en micro-entreprise. Et il y a des équivalences quand on est dirigeant de SASU, SAS ou quand on est gérant de SARL majoritaire ou minoritaire. Ces cotisations-là, elles nous sont données. Et on a une retraite moyenne qui est de 1 393 € en France pour les indépendants. Et sachant qu'il y a un minima de retraite aussi qui existe quand on a une carrière complète. Carrière complète, ça veut dire qu'on a validé son nombre de trimestres. Le nombre de trimestres pour nous, pour la génération après 71, c'est 172, donc 43 années de cotisation. Et ça nous donne droit à 684 € un minimum. Donc voilà, il y a quand même un minimum à avoir. Le plus difficile, en fait, c'est de se dire il y aura quand même un gros delta à la retraite entre mon dernier salaire, mes derniers salaires et, attention, la pension retraite que je vais toucher. Donc on arrive à l'idée reçue numéro 2, je perds
beaucoup d'argent à la retraite quand j'arrête de travailler. Et bon, malheureusement, c'est vrai, notamment pour les indépendants, parce qu'on perd en moyenne jusqu'à 60% entre notre dernier salaire et la pension qu'on va toucher à la retraite. Alors pourquoi? C'est assez simple, parce qu'en fait, on cotise pour des trimestres et pour des points. Et en fait, la conversion de ces trimestres et de ces points tout au long de notre vie active va nous donner droit à une rente avec les différents organismes auprès desquels on a cotisé. Et ces rentes sont à peu près de l'ordre de 1 à 17 par rapport au quotient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 17 € de chiffre d'affaires généré sur l'année, ça me donnera droit à 1 € à la retraite. C'est un ordre d'idée, il y a des petites nuances pour chacune des activités, mais du coup, ce 17 pour 1 fait qu'on perd pas mal de retraite. Et malgré les minimums qui existent et malgré la moyenne qu'on constate qui est acceptable en fonction de nos niveaux de vie, la perte individuelle est drastique. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. L'idée numéro 3, c'est celle que moi j'avais aussi quand je me suis lancé, c'était qu'en fait, améliorer ma retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je dois augmenter mon chiffre d'affaires, donc travailler plus ou facturer plus, soit c'est-à-dire l'argent que je gagne, le mettre de côté pour pouvoir autofinancer ma retraite, ou en tout cas me faire ma propre retraite, comme on le dit. Et cette idée numéro 3, elle est, alors on a dit faux, partiellement vrai, partiellement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe des astuces pour justement essayer de réduire son taux d'imposition. Alors comment ça marche? En fait, il existe des solutions mises en place par l'État qui sont qui sont complètement légales, qui permettent d'investir un petit peu de son argent tous les mois ou tous les ans en fonction de vos capacités et qui viennent en réduction de l'impôt qu'on va payer. Donc Émilien parlait en introduction un petit peu du chiffre d'affaires, des différentes cotisations qu'on a et de l'imposition sur le revenu qu'on va avoir. Eh bien, il est possible, très simplement, de venir réduire son imposition tout en capitalisant pour sa retraite. Et ça se fait grâce à un plan épargne retraite, qui est un produit d'épargne qui a été créé en 2019 par l'État, par la loi Pacte. Et ce PER a la particularité de vouloir s'adresser aux nouveaux usages et aux nouveaux rapports au travail qui existent, puisqu'il est commun, quelle que soit son activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un seul plan épargne retraite qui nous suive tout au long de notre vie, qu'on soit au début micro-entrepreneur, puis ensuite dirigeant de SAS, ou qu'on revienne ensuite salarié, qu'on ait un trou, etc. Donc c'est fait pour les carrières non linéaires, c'est fait pour agréger l'ensemble de ces comptes, et ça permet justement d'apporter une flexibilité et une lisibilité aux justement entrepreneurs qui n'en ont pas forcément. Alors, donc ce PER-là, c'est une des solutions parmi N qui permettent de le faire. Je vais revenir juste après dans les slides pour vous présenter un petit peu l'impact que ça a, notamment sur cette économie d'impôt fiscal qu'on peut avoir. Dans le fonctionnement global, c'est quoi? C'est, imaginons que je fasse 40 000 € de chiffre d'affaires en 2023 avec ma micro-entreprise. En fonction, évidemment, du type d'activité que vous exercez, si vous êtes en activité commerciale, activité libérale ou activité de service, vous avez un abattement, vous savez, de 34%, 50%, 70%. Et c'est sur cet abattement qu'est calculé vos revenus par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous gagnez 40 000 € dans une activité libérale BNC, vous avez un abattement à 50%, ce qui veut dire que selon l'État, pour 40 000 € de chiffre d'affaires déclaré, vous avez 20 000 € de revenus. Et donc, toutes vos cotisations sociales, qu'elles soient pour la retraite ou pour les autres, vont être basées sur ce revenu-là. Et donc, vos points en retraite vont être basés sur le revenu en fonction de votre type d'activité. C'est pour ça que l'activité que vous choisissez est cruciale et il n'est pas inchangeable, vous pouvez le modifier tout au long de vos factures, mais c'est hyper important parce que ça a un impact conséquent sur vos cotisations sociales. Et donc pour 40 000 € de chiffre d'affaires, j'ai mes 20 000 € de revenus, et sur ces 20 000 € là, je cotise pour mes différentes cotisations retraite. Donc ces 20 000 € là vont être grosso modo le revenu fiscal sur lequel je vais être imposé. Et donc si je place 1 000 € pour ma retraite sur un PER, je ne serai plus imposé sur 20 000 €, mais je serai imposé sur 19 000 €. Être imposé sur 19 000 € au lieu de 20 000 €, ça a quelles conséquences?
ça a la conséquence très simple qu'en moyenne, vous allez économiser 300 € d'impôt pour 1 000 € placés. Donc, ce qui veut dire que oui, il faut avoir la capacité d'épargne de ces 1 000 €. 1 000 € là, c'est quoi au final? C'est à peu près 80 € par mois. Donc, sur ces 80 € par mois, l'effort réel, il n'est que de 50 € parce qu'en fait, vos 300 €, si vous les convertissez en mensuel tel que c'était recommandé, ça vous fait un effort d'épargne que de 50 €. Donc pour 50 € de côté, il y a 80 € qui est investi pour votre retraite et ça fera des petits et ça vous fera une belle retraite par la suite. Mais c'est pas la seule solution et donc on va revenir sur nos recommandations pour améliorer votre retraite sans amputer votre quotidien. Et la première recommandation, qui est une recommandation plutôt de logique d'investissement, hein, c'est de se doter d'une épargne de précaution. Donc un peu comme l'ARC Pro, c'est un peu l'épargne qui fait que si vous avez un problème lié à un accident de la vie ou alors une dépense imprévue, des choses comme ça, vous avez cette épargne-là qui est disponible sur votre livret A, sur votre compte courant, sur un livret d'épargne, peu importe, mais qui est vraiment très disponible. Il faut avoir une épargne de précaution d'environ 3 à 6 mois de vos dépenses. Alors ça dépend si vous êtes fourmi ou plutôt cigale et votre rapport à l'argent. Mais une fois que vous avez ces 3 à 6 mois de dépenses mensuelles mis de côté, vous pouvez commencer à épargner pour d'autres projets. Le deuxième élément clé, c'est pour préparer sa retraite. Souvent, on a cette logique-là où on a notre salaire ou notre trésorerie, on a nos dépenses et à la fin du mois, on a ce qu'il nous reste, une sorte de pécule. Donc, par exemple, on gagne 2 000 €, on dépense 1 200 € par mois tout compris, il nous reste 800, et là, on se dit, OK, qu'est-ce que je fais de ces 800-là? Souvent, on les laisse s'accumuler, et une fois par an, une fois tous les 2 ans, on se dit, tiens, j'ai 5 000 6 000 € de côté, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, je vais décider de les investir. Et c'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment d'essayer de mensualiser ça aussi et de se dire, en fait, dans mon budget, j'établis un budget 30 €, 50 €, 100 € qui partent pour ma retraite comme une forme de cotisation privée pour ma retraite. Et d'un point de vue financier et d'un point de vue comptable pour mon quotidien, c'est bien plus facile à appréhender et c'est plus pertinent. La troisième, c'est opter pour des solutions sur lesquelles vous pouvez venir réduire vos impôts. Donc le PER est un bon outil pour ça. Et la quatrième, c'est une espèce de format d'agrégation des 3 premières qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de le penser en termes de facturation et c'est de l'inclure en fait dans votre logique de facturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de votre type d'activité, vous essayez, si vous pouvez, vous êtes en capacité de le faire, de le budgéter et de le facturer à vos clients. OK, en tant que micro-entrepreneur, en tant que dirigeant de SASU, vous avez peut-être des formes de cotisation plus faibles qu'un salarié. Donc, essayez de vous cotiser vous-même cet élément-là. Et donc, au lieu de facturer, 900 €, vous facturez 950 €. Et en fait, sur ces 50 € là, vous l'allouez sur votre retraite. Donc, c'est soit une logique où vous le faites en amont, dans la facturation, qui peut être très intéressant. Nous, on recommande 3 à 5 %. Soit vous le faites en aval, c'est-à-dire que dans votre revenu, dans l'exemple des 2 000 € que vous gagnez, vous dites, OK, dans ces 2 000 €, j'estime que je vais placer 3 % pour ma retraite tous les mois. Comme ça, si je sais que j'ai un revenu le mois prochain qui est de 5 000 €, ce sera 3 % de 5 000. Mais si le mois d'après, j'ai une activité plus faible et je gagne que 200 € ou 500 €, soit ce sera 0, ce sera toujours 3 % mais de 500 €, du coup, ce sera largement appréhendable. Donc, si on a projeté cet exercice-là mental, qu'on a notre épargne de précaution, qu'on inclut ces 3 à 5 %, hop, on se prépare à la retraite de façon plutôt flexible, sans que ce soit une lourdeur administrative pour nous ou une charge mentale supplémentaire. Et ça vous permet d'aller pallier justement à ce delta à la retraite de 60 %. Et je vois d'ailleurs une petite orthographe, mais c'est moi qui l'ai faite, autant pour moi. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment essayer de mensualiser ça et voir de le facturer à vos clients en disant, voilà, moi je suis moins cher qu'une grande entreprise parce que X, Y raison, mais du coup, j'inclus les prestations sociales dans ma facture. Alors concrètement, je reviens du coup sur cette logique-là. Alors j'ai pris l'exemple de la SASU, je ne sais pas si c'est le plus adapté à l'audience, mais qu'il y a un chiffre d'affaires de 6 000 € par mois, et que du coup, avec le 6 000 € d'un mois, on investit 200 € pour la retraite. Donc ces 200 € là, si on attend l'âge de la retraite, ça nous représentera 176 000 € pour la retraite et un bénéfice de 734 € en plus par mois sur la pension retraite. Donc c'est assez significatif et on voit qu'en plus, si on attend un petit peu avant de le faire, et souvent c'est un petit peu l'impact parce que on le dématérialise, on se dit tiens, je m'en occuperai plus tard ou c'est pas le plus important, j'ai d'autres clients à facturer, j'ai autre chose à faire. On voit l'impact en attendant 2 ans
qu'on perd à peu près 21 000 euros. Et si on attend 10 ans, on perd 87 000 euros, donc 50% à peu près du capital qu'on pourra avoir, en sachant que ce qui vraiment fait la différence, c'est évidemment le montant placé, mais surtout les intérêts générés. Et les intérêts générés, il leur faut du temps pour se capitaliser et se constituer, donc faire des petits. Et donc ça, vaut mieux commencer petit, mais tout de suite, plutôt qu'un gros montant beaucoup plus tard. Après, il n'y a pas de mauvaise gestion, hein. Le principal, c'est commencer à s'en occuper en essayant de maximiser tout ça. Voilà un petit peu les effets. Et donc, l'enjeu pour vous en tant que micro-entrepreneur, c'est de rester flexible parce qu'on sait que votre activité va varier. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit une solution. Alors, ça, je prêche pour ma prairie. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir associer à son activité sa logique de cotisation retraite en ayant des experts qui puissent nous accompagner selon vraiment nos problématiques du quotidien, donc pas non plus parler à son banquier qui en fait connaît pas la différence entre une micro-entreprise et un gérant de SARL, pas être un banquier qui nous considère comme un salarié qui ne comprend pas qu'en fait on n'a pas de fiche des bulletins de paie mais qu'on a du revenu. Donc voilà, donc nous on essaie de répondre à ça, à ces enjeux qui répondent à nos problématiques pour le faire. Voilà un petit peu, et qui aussi évite d'amputer votre quotidien. Voilà un petit peu sur la logique de retraite pour les indépendants. Super Olivier. Alors avant de me lancer, je vais te laisser répondre à la question à laquelle évidemment je n'ai absolument pas la réponse. Donc on a Marie-Léo qui te demande qu'est-ce que vous appelez les intérêts générés? Pardon, les intérêts générés, c'est imaginons qu'on place 100 euros dans un compte épargne, que ces 100 euros, la performance soit de 3% sur l'année. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on aura 103 euros. Imaginons qu'on n'investit pas plus d'argent et qu'on laisse ces 103 euros fructifier l'année d'après. Que l'année d'après, on fait 3% de nouveau. En fait, ces 3%, ils ne s'appliquent pas seulement aux 100 euros placés, mais ils s'appliquent aux 100 et les 3 euros déjà générés. Donc du coup, on aura non pas 100 plus 3 encore, mais on aura 103 plus 3% de 103. Donc j'ai pas le calcul en tête, mais ça va faire certainement 107 ou 108. L'année d'après, imaginons qu'on fasse 5% d'intérêt, et ben ça s'appliquera non pas seulement sur les 100, mais sur les 108. Et donc ça donnera 115, 120. Et donc ça, si on fait, si on se dit que c'est 100 euros par mois tous les ans pendant 20 ans, généralement les intérêts composés à partir de la 8e, 9e année deviennent beaucoup plus importants que le montant placé initialement. Et donc c'est ça qu'on appelle les intérêts générés, c'est faire des intérêts sur de l'argent qu'on n'a même pas placé, mais qui provient des intérêts qu'on a déjà perçus les années précédentes. Voilà, j'espère que c'était clair. Très clair. Je suis ravie que tu aies pris cette question, Olivier, car je n'avais vraiment pas la réponse. Encore moins quand j'entends la question. Alors, Marie est en train de te répondre. On va voir si c'est clair pour elle. Si jamais c'est pas clair, je te laisserai reprendre. Et du coup, moi, je vais terminer sur une note de formation, de montée en compétences. On a appris plein de choses. Moi, à chaque fois que je vous entends, les trois, je me dis toujours que je fais tout à l'envers. Bon, je rassure ceux qui nous écoutent, je pense qu'on se dit tous un peu la même chose. On essaye tous de faire au mieux, de mensualiser, de faire ses factures sur un bon outil, d'avoir une bonne assurance, et je suis bien placée pour le parler. Ces 3 derniers mois, je me suis donc cassé la jambe hier et je me suis fait cambrioler en janvier. Donc, Vincent, je suis avec toi. Et la retraite, j'en parle même pas, Olivier. Moi, je suis la reine de la procrastination. Donc voilà, déjà, je rassure tous ceux qui nous écoutent. Je pense qu'on essaye tous de faire au mieux en tant qu'indépendant. Et c'est déjà être là à ce webinaire et comprendre tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est déjà un super pas. Alors, je regarde la question de Marie-Léo. Juste pour clarifier, on peut faire les intérêts sur la retraite. Je te laisse prendre ça, Olivier, et puis j'enchaîne sur mes droits formation, où je pense qu'il va y avoir aussi pas mal d'interrogations. Alors, j'ai pas compris la question. Si Marie-Léo, tu peux reformuler, j'essaierai d'y répondre. Ça marche. Du coup, Marie-Léo, je vous laisse le mettre dans l'onglet questions. Et puis, moi, je vais commencer ma petite partie, puis on les traitera à la fin avec les autres. Alors, du coup, moi, je clôture ce bal. Du coup, effectivement, avec la partie formation, donc comment faire financer votre formation et surtout propulser votre carrière d'indépendant.
Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette partie-là, vraiment 2 parties. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre le truc dans l'autre sens. Numéro 1, du coup, à quoi ça sert la formation en indépendant, hein, on va vraiment se spécialiser là-dessus. Et du coup, comment est-ce qu'on la finance? Comment est-ce qu'on fait pour que ça nous coûte le moins cher possible? Alors, un peu comme la retraite, un petit peu comme l'assurance, vous allez avoir cet effet un peu idée reçue, la vraie vie. Donc, c'est vraiment ce que je vais essayer de vous donner dans le petit temps qui me reste. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou même après le webinaire. Je ne me lasse jamais de parler des potentiels financements de formation. Alors, on y va. Vous m'entendez? Ouais, pardon, mon micro s'est mis à être rouge. Donc, la formation, facteur clé de votre réussite. Et alors là, je rejoins un petit peu Olivier et Vincent. Je sais que quand on se lance... Alors, quand on se lance, souvent, la formation est assez essentielle. Ça, nous, on le voit chez Web My Day pour se lancer. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté, de la même façon qu'on met un peu de côté son plan d'épargne retraite. On se dit qu'on le fera demain et qu'au pire, qu'est-ce que ça va nous apporter? Aujourd'hui, quand on est indépendant, quand on est à son compte, le marché est quand même un peu rude, hein. On est quand même un petit peu dans une jungle. Et le but du jeu, c'est quand même de rester compétitif, le plus compétitif possible et le plus longtemps possible. Et donc, c'est vraiment pour cette raison qu'il ne va pas falloir mettre de côté l'aspect formation. D'autant plus, on va le voir ensemble, que en fait, même par l'État, ça a été pensé comme ça. Vous voyez, ils font parfois des choses au travers. Pour le coup, ils l'ont fait dans le bon sens. Même eux, dans la façon dont la formation est financée pour les auto-entrepreneurs, ça a été pensé dans cette dynamique-là. Donc, du coup, la formation, pourquoi facteur clé de votre réussite? Premièrement, ça va vous permettre de monter en compétences et surtout d'obtenir une certification. Alors, obtenir une certification, alors je ne parle pas d'une attestation de fin de formation que vous filerez à un organisme, hein, je parle vraiment d'une certif reconnue par l'État. Certif reconnu par l'État, bon, évidemment, je pense que j'apprends rien à personne. Si vous allez chercher du boulot, vous le montrez à votre employeur, etc. C'est évident. Et en fait, la plupart des gens que j'ai au téléphone me disent « Oui, mais du coup, moi, en indépendant, ça ne me sert à rien. » Si, en indépendance, ça vous sert. Je le disais, le marché des indépendants, alors encore plus des freelances, hein, tout ce qui va être web, digital, est quand même assez tendu et il va falloir sortir votre épingle du jeu. Et pour le coup, la certification professionnelle va vraiment être un bon moyen. Alors, effectivement, il y a peut-être un petit travail d'éducation de vos prospects pour expliquer ce que c'est, comment vous l'avez eu et ce que ça implique, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas des recruteurs, donc ils n'ont peut-être pas le nez là-dedans. Mais une fois que c'est expliqué, mis en avant sur vos devis, vos factures, dans votre site internet, etc., ça vous permet en fait vraiment d'avoir de la légitimité et de justifier d'un tarif un peu plus élevé. Alors évidemment, plus on a de certifs, plus on est polyvalent, plus on va pouvoir justifier d'un tarif un peu plus élevé. Mais moi, je prends l'exemple, par exemple, chez nos apprenants, en web, en WordPress, quelqu'un sur Malte qui n'a pas de certif, qui s'est lancé tout seul il y a quelques mois et qui essaye de justifier de sa légitimité, va avoir un TJM plus faible que quelqu'un qui sort d'une formation reconnue avec une certif qui peut tamponner sur Malte ou sur d'autres catalogues. Donc, vraiment, voyez votre première formation, même le sujet, hein, même dans le sujet que vous maîtrisez, comme une montée en compétences, une montée en légitimité qui va surtout vous permettre de justifier d'un tarif plus élevé et vous permettre de sortir votre épingle du jeu. Numéro 2, élargir vos compétences dans de nouveaux domaines. Alors là, je m'adresse surtout à tous les indépendants dans le digital. Je pense que vous l'avez déjà vu, même ceux qui démarrent tout juste. Quand attraper un client, c'est compliqué. Et donc, 2 choses. La première, c'est qu'une fois que vous avez attrapé un client, vous avez envie de le garder le plus longtemps possible. Je prends un exemple, vous attrapez un client sur une création logo, la collaboration se passe super bien, il vous trouve top, pour vous c'est un super client, il vous paye tout de suite, les retours sont nickel. Si dans 3 mois, il vous demande de rédiger ses textes ou de travailler sur l'arborescence de son site web, ça va vous embêter de refuser ce projet. Alors, évidemment, c'est difficile d'anticiper toutes les nouvelles demandes à venir, mais monter en compétences, pensez à avoir un plan de montée en compétences annuel, par exemple, dans de nouveaux domaines pour pouvoir donc augmenter votre panier moyen et le taux de réachat. Panier moyen, pourquoi? Eh bien, entrée du prospect sur un logo, tac, 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 ok, l'échange se passe bien. Est-ce que tu n'as pas d'autres besoins en site web, par exemple? Pouf. Et du coup, devis plus gros, alors plus intéressant pour lui avec une petite ristourne, et pour vous, panier moyen, plus important. De la même façon, taux de réachat, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, quelqu'un qui vous contacte pour une prestation X et qui a besoin d'une prestation Y quelques mois plus tard, si vous pouvez lui procurer, lui faire un devis et évidemment faire le même qualité de service que vous avez fait, eh bien vous avez gagné votre taux de réachat.
Et la dernière chose de la formation, bon là pour le coup je pense que je ne vous apprends rien, restez au bout du jour, au fait des nouveautés pour rester compétitif, remporter tous les projets. Encore une fois, dans le digital, ça va se resserrer de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de prestataires qui arrivent sur le marché qui maîtrisent l'IA, par exemple, avec les sites web, il y a des nouveaux trucs qui se sont faits. Enfin, ça va très très vite et évidemment, alors ça va plutôt être sur du grand compte, mais en grand compte, quand ils vont avoir le choix entre un freelance qui ne s'est pas mis à jour depuis un an et un freelance qui est au top niveau de tout, qui a 2 longueurs d'avance, évidemment, il y a de grandes chances que le freelance B remporte et qui remporte même avec un tarif plus élevé. Donc, ce qui reprend mon point 1. Donc, pour résumer, comme l'assurance, comme la retraite, comme la TVA, Emilien, ne mettez pas ça de côté et n'y pensez pas à la fin. Dès que vous vous lancez, pensez à votre plan de montée en compétences. Et là, je vous donne un conseil en tant que moi-même commercial. Au bout de 3 appels avec un prospect, vous allez tout de suite comprendre les compétences dont vous allez avoir besoin dans les prochains mois pour pouvoir répondre le plus complètement possible aux demandes de vos prospects. Et alors ça, du coup, comme je vous le disais, en fait, l'État l'a même pensé comme ça. Alors, j'aurais dû faire le même truc que toi, Olivier, avec idées reçues barrées, parce qu'alors là, on est sur la grosse idée reçue, pareil que la retraite. La plupart des auto-entrepreneurs sont absolument persuadés qu'ils ne cotisent pas à la formation professionnelle, voire qu'ils cotisent peu. Et en fait, je vais vous dire un truc de fou. Non seulement vous cotisez, mais en fait, vous cotisez 2 fois plus qu'un salarié. Donc, ceci étant dit, on met ça dans la tête et une fois qu'on sait ça, effectivement, on travaille son plan de développement de compétences. Vous allez voir, ça a vraiment été pensé comme ça. Mini histoire de la formation professionnelle. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire parce que je pense que je vais perdre 80% de mon audience. Ce qui vous intéresse, vous, de toute façon, vous pourrez avoir les slides. Ce qui vous intéresse, vous, c'est 2011. Les auto-entrepreneurs sont assujettis à la CFP, contribution de formation professionnelle. On le définit dans la slide suivante. 2014, naissance du CPF, ça je pense que j'apprends rien à personne, mais surtout 2020, ouverture du CPF aux auto-entrepreneurs. Donc vous, il y a 2 dates importantes ici. 2011, auto-entrepreneur cotise à la CFP. 2020, CPF ouvert aux auto-entrepreneurs. Et c'est en fait ces 2 dates-là qui font que vous cotisez donc 2 fois plus, comme je le disais, qu'un salarié. Et en fait, je dis 2 fois plus parce qu'il y a 2 organismes de plus, mais vous allez voir, une fois qu'on va voir les montants, on est même sur beaucoup plus que 2 fois plus. Alors, la CFP, donc contribution de formation à la formation professionnelle, dispositif de financement public, vous y cotisez. Alors, si vous avez écouté Emilien tous les mois, sinon éventuellement tous les trimestres, tous les ans, auprès de l'URSSAF. Le montant est corrélé à votre chiffre d'affaires. On est entre 0,1 et 0,3% de votre chiffre d'affaires, donc en vrai, c'est assez moindre. Et cette cotisation-là vous ouvre les droits au financement de formation. Donc, on va regarder ça ensemble, mais vous retenez, puis là, si vous avez la curiosité à la fin du webinaire, vous allez, je vais vous apprendre où aller le chercher, vous faites l'exercice, vous regardez combien vous avez cotisé et ça va tout de suite, en fait, vous ouvrir des droits à la formation. Pouf, un superbe petit schéma en 3 temps. Donc, comme je le disais, vous cotisez à la CFP tous les mois via l'URSSAF ou tous les trimestres, quand vous cotisez, quoi. Et donc, cette cotisation, elle permet 2 choses. La première, ça vous permet de cumuler sur votre fameux CPF quasi à la même hauteur qu'un salarié, en ce qu'ils appellent une année pleine. Donc, évidemment, si vous avez eu 2 mois sans activité, qui peuvent être des vacances, ça peut ne pas être une année pleine, mais dans l'idée, normalement, sur un indépendant qui est à temps plein, c'est son activité, c'est son gagne-pain, il en vit, vous cumulez de la même façon qu'un salarié, c'est-à-dire 500 € par an. Je ne me suis pas trop étalée sur le CPF parce que je pense que pas mal de gens le connaissent, mais en gros, 500 € par an qui se cumulent d'une année à l'autre. Donc, au bout de 2 ans, vous avez 1 000 €, 1 500, etc. Capé jusqu'à 5 000 €. Je prends une seconde pour vous dire que votre CPF n'expire pas, mais je pense que tout le monde a commencé à comprendre ça avec tous les appels qu'il y a eu. Votre CPF n'expire pas. Attention, toutefois, effectivement, il expire à un moment, c'est quand vous partez à la retraite. Mais ça, du coup, il faudra voir directement avec Olivier. Deuxième chose, du coup, qui vous permet, ce qui se passe quand vous cotisez à la CFP, c'est que ça vous permet de cotiser auprès de FAF. Alors, c'est là que je commence avec mes acronymes un peu moches. FAF, c'est les fonds d'assurance formation. Il en existe 3 principaux, FIFPL, FAFCA, AGFIS.
Je le disais, la cotisation est de l'ordre de 0,1 à 0,3% de votre CA, mais attention, c'est une cotisation. C'est pas parce que vous avez cotisé 0,1% de votre CA que ça vous a débloqué 3 € de formation. Ça cotise, ça débloque un budget. Et donc, du coup, eh bien, le fait d'avoir cotisé à ces deux entités-là, ça vous débloque des droits de formation à utiliser dans les organismes agréés. Donc, organismes agréés, côté FAF, ils vont demander que l'organisme soit Calliope. Donc, Calliope, bon, je vous passe les détails, mais en gros, à peu près tous les organismes le sont maintenant, en tout cas ceux qui vont s'adresser à la formation professionnelle. Et côté mon compte formation, ils vont demander et Calliope et que la formation soit certifiante. Alors ça, je prends une seconde là-dessus parce que c'est assez intéressant. Une formation certifiante, c'est une formation qui va vous délivrer un examen, je vous en parlais au début, examen reconnu à France Compétences, voilà, hyper officiel, quoi. Mais du coup, vous en doutez, s'il est hyper officiel et validé par France Compétences, l'examen ChatGPT rédaction web, il ne va pas arriver demain. Il va arriver certainement avec 10 ans de retard. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec votre CPF, tout ce qui est formation certifiante, voilà, comme on le disait dans la slide d'avant, mais les FAF, eux, ne demandent pas forcément de formation certifiante. Donc, grâce aux FAF, vous allez aussi pouvoir trouver d'autres petites formations pour monter en compétences, pour se remettre au jour, même si elles ne sont pas certifiantes. Donc, dans votre plan de développement de compétences, il y a aussi ça à se dire, c'est-à-dire que j'ai tel budget, j'ai quand même la partie mon compte formation sur des formations où, moi je vous le dis en tant qu'organisme, on est quand même voilà, vachement carré, on ne peut pas trop sortir, on ne peut pas vous mettre un module sur l'IA au milieu de rien comme ça. Mais vous cotisez aussi auprès de vos FAF qui là sont plus légers sur les programmes et qui vous permettent vraiment d'avoir des formations un peu différentes. Et donc, du coup, moi, je continue. Donc, sur les FAF, je ne parlerai pas beaucoup plus de mon compte formation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je préférais prendre le temps que j'avais sur les FAF qui sont, je suppose, moins connus parmi les gens qui nous regardent. Donc, les FAF, FIFPL, FAFCA, AGFIS, ce sont les trois principaux. Vous, votre objectif numéro 1, évidemment, dans votre plan de développement de compétences, ça va être de savoir à quel FAF est-ce que vous appartenez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un FAF égale un budget. Alors, je sais, ils sont absolument inégaux. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Ils ont été quand même pensés par rapport à votre code NAF, qui fait que vous appartenez à l'un de ces trois-là. Et ils ont considéré que par rapport à la nature de l'activité, vous avez plus ou moins besoin de formation, elle vous coûte plus ou moins cher. Alors, c'est hyper discutable, mais je ne peux rien y faire malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, 3 FAF, FIFPL, AGFIS, FAFCA, avec du coup profession libérale, FIFPL, montant qui va de 750 à 1200 €. AGFIS, 3000 €, augmenté en 2023, c'était 2000 et quelques en 2022. Donc 3000 € chez l'AGFIS. Et FAFCA, alors eux, c'est les plus compliqués, de 1500 jusqu'à 6000 €. Eux, ça va être corrélé au type de formation par rapport à ce que vous faites. Donc, par exemple, si vous êtes FAFCA, c'est surtout pour les artisans. Si vous êtes maître bijoutier, évidemment, le budget max, c'est pour vous reformer à faire je ne sais quoi avec de la fonte, etc. Donc, FAFCA, c'est le plus compliqué. AGFIS, c'est super simple. Et FIFPL, alors là, pour le coup, je vous enverrai le lien si vous voulez, mais chaque code NAF a sa propre grille, mais globalement, c'est toujours ou 750 ou 1200. Avec un coût horaire. Alors, à la limite, le coût horaire, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop votre problème, c'est plutôt le problème de l'organisme de formation, où nous, on va faire tout ce qui est possible pour que ça rentre, en fait, dans le coût horaire, ce qui n'est pas toujours simple, vous le verrez côté AGFIS, 20 € de l'heure, donc pas terrible pour un formateur, mais on peut vous proposer des solutions, en vous mettant plusieurs dans un groupe, le e-learning aussi est une bonne solution, donc pour le coup, le coût horaire, nous, on est habitués. Vous, ce que vous devez retenir, du coup, c'est votre budget 2023. Et alors là, j'arrive à ma chose la plus importante de ce webinaire. Votre budget de FAF, lui, ne se cumule pas. Donc, CPF, on se cumule, 500 € tous les ans. FAF, on ne se cumule pas. C'est-à-dire que là, si vous avez 3000 € d'AGFIS, si vous ne les avez pas utilisés au 31 décembre 2023, vous n'aurez pas 6000 en 2024, en fait. Les compteurs se remettent à zéro. Et c'est pour ça que je vous disais dès le début, sachant que vous avez ça, en fait, au lieu d'appeler des organismes de formation le 20 décembre, et je parle en connaissance de cause, pour prendre la première formation qui tombe pour essayer de ne pas perdre ce budget, essayez dès le début de réfléchir à votre plan de développement de compétences. Où est-ce que vous pourriez monter en compétences chaque année, sachant que vous avez ce budget. Donc, une fois que vous avez vu ce budget, n'hésitez pas à faire des tours sur les différents organismes de formation, voir avec ce budget-là globalement le type de formation que vous pouvez avoir, sur la durée, sur les sujets, etc. Et puis là, un bon vieux Excel et vous commencez à travailler votre plan de développement de compétences.
Ceci étant dit, du coup, je prends une dernière minute avant de laisser tout le monde aller manger tranquillement pour vous montrer où est-ce qu'on trouve ces informations. Comme d'habitude, je suis hyper dispo sur LinkedIn si jamais vous ne les trouvez pas, vous avez besoin d'infos en plus. Alors, où trouver ces infos? Eh bien, rien de plus simple, on les trouve sur l'URSSAF. Donc, vous vous rendez sur votre compte URSSAF, vous vous connectez et vous allez aller dans Mes documents, Mes attestations. Mes documents, Mes attestations. Une fois qu'on est là, vous allez chercher l'attestation de CFP, donc attestation de contribution formation professionnelle. Là, vous voyez, je l'ai entouré en vert. Et tout simplement, vous allez télécharger votre attestation. Voici l'attestation. Donc, voilà, en fonction, évidemment, vous avez des chiffres différents et un FAF différent, mais elle ressemble à ça. Et donc là, il y a deux choses qui vous intéressent, le montant de la cotisation et le FAF. Je le rappelle, le montant de la cotisation n'est pas vos droits formation. Moi, j'ai trop de gens à qui j'envoie ce petit PPT-là et qui m'envoient, qui me disent, bon, bah, j'ai 12 euros. Non, vous n'avez pas 12 euros, vous avez cotisé 12 euros. Et si on revient ici, vous voyez, donc FIFPL, donc il faut que la CFP soit supérieure à 1 euro, AGFI supérieure à 10 euros, et FAFCA, c'est corrélé au type de formation, mais globalement, c'est aussi par rapport CFP supérieur à 1 euro. Donc, vous voyez, ça va assez vite, en fait. Ça va assez vite de l'avoir débloqué. Donc là, on est sur quelqu'un qui a cotisé 114 euros, donc il est vachement au-dessus. Mais si vous avez 3 euros, vous débloquez, en fait, le même budget. Et en dessous, du coup, ce qui vous intéresse aussi, vous allez voir votre FAF. Et une fois que vous voyez votre FAF, tout simplement, vous vous rendez sur le site du FAF pour voir à quoi vous avez le droit, évidemment. Pouf. Et donc, une fois que ça c'est fait, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier du financement? Donc là, je vous ai fait un petit tableau super simple. Mon compte formation, voilà, il n'y a rien à dire en fait. Vous vous rendez sur leur plateforme, vous vous inscrivez, l'organisme reçoit le dossier, vous n'avez pas de frais à avancer. Enfin, il faut admettre que administrativement, c'est ce qui est le plus simple. Pour les FAF, c'est un petit peu différent, mais honnêtement, la plupart des organismes, on est hyper habitués, hyper formés, donc on sait vous accompagner là-dessus. Donc, vous connaissez votre FAF, vous allez voir sur leur site, vous regardez le budget ou vous les appelez. Honnêtement, ils sont presque réactifs, c'est plutôt pas mal. Une fois que vous connaissez votre budget, vous revenez vers l'organisme de formation qui vous tente. Vous regardez avec eux, est-ce que c'est possible? Vous voyez, nous, par exemple, on peut enlever des séances, on peut réaxer un petit peu pour que ça rentre au plus près du budget. Vous créez le dossier avec l'organisme. Donc, encore une fois, nous, on est habitués, il faut faire des conventions de formation, etc. Mais nous, on a des templates, donc honnêtement, ça va assez vite pour nous. Là, l'organisme de formation crée le dossier avec vous. Par contre, c'est à vous de déposer le dossier au FAF, donc par mail ou en ligne, ça dépend du FAF. La seule petite pointe noire, on va dire, des FAF par rapport à mon compte formation, c'est que c'est à vous d'avancer les frais. Donc, si la formation coûte 1 000 euros, c'est à vous de donner les 1 000 euros à l'organisme de formation. Après, sous quelles conditions? Ça peut être un chèque de caution encaissé à la fin, ça peut être un paiement en plusieurs fois, ça, tous les organismes font ce qu'ils veulent, mais ce qui est important, c'est que le FAF ne vous remboursera pas sans votre facture acquittée, en gros, sans que l'organisme de formation ait dit « oui, cette personne est venue à la formation et cette personne m'a payé ». Donc, je dirais que c'est le tout petit, un peu frein au FAF, mais bon, de la même façon, dans votre plan de développement de compétences, en trésor, vous pouvez aussi très bien vous le gérer si jamais vous y prenez un petit peu en avance. Et donc, du coup, fin de formation, l'organisme vous donne tout ce qu'il faut, donc attestation d'assiduité, facture acquittée. Vous présentez ça à votre FAF et normalement, vous êtes remboursé dans les 30 jours si tout se passe bien, mais honnêtement, ça va. C'est assez rare qu'ils traînent, ils payent assez rapidement. Voilà. Et bien, c'était tout sur la formation. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, pas trop, mais... Emilien, Mais tu le dis toujours aussi bien, par contre. si Moi, beaucoup sur le FIFPL. il y a un chiffre qui a changé, Emilien. C'est vrai. Super. En tout cas, merci à tous. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le replay. Alors, un petit tour dans les questions. Les slides en grand. Ces informations sont-elles pérennes ou très relatives au changement du temps légal? Et tout ceci est-il valable pour une association? Alors, Jean-Martin, du coup, je crois que c'était à 13h01, donc c'était pendant Olivier, il me semble. Ces informations sont-elles pérennes relatives au changement du temps légal? Très bonne question. Quelles informations?
Bah, j'imagine un peu tout, tu vois, genre les seuils, est-ce que Alors, les seuils, tu gagnes malheureusement, ils plus, changent est-ce chaque que tu année. payes plus, et cetera. Mais effectivement, de toute façon, que ce soit dans l'administratif ou sur la partie assurance, et cetera, et notamment retraite, bah, voilà, vous savez bien que oui, les changements légaux, vont très, très vite. Donc, non, ça peut pas être pérenne. Par définition, il faut Mm. justement se tenir à jour et c'est un des intérêts de déléguer cette partie-là, c'est que se tenir à jour en permanence sur ces sujets-là, c'est un peu une corvée quand même. Mm. Oui, bah, c'est En vrai tout que cas, dans c'est sûr que moi, pour tout ce qui est cotisation, chiffre d'affaires minimum, validation par trimestre, etc., c'est revu annuellement. ouais, bah, pareil pour la formation, hein, je le disais, les budgets, ils les revotent chaque année, donc bah, à la hausse, incroyablement, mais ça peut être aussi à la baisse de temps en temps. On a également une question de Jean-Martin qui demande est-ce que tout ceci est valable pour une association? Alors, je réponds rapidement pour ma partie formation. Partie formation, les associations sont plutôt régies par les OPCO, donc j'ai pas mis là. Les OPCO, c'est un petit peu comme les FAF, mais version entreprise, association. Les budgets sont à peu près les mêmes et les démarches pour les dossiers sont également à peu près les mêmes. Pour ma part, les associations, bah, ça va dépendre en fait de l'activité en elle-même. Mais il suffit en fait de faire une demande de devis. Comme tout est en ligne, ce sera plus rapide pour vous et vous n'aurez pas besoin d'aller voir un conseiller ou en agence quoi que ce soit. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est directement tester en ligne si votre activité et les besoins que vous avez, bah, ils sont pris en compte en tout cas pour l'assurance chez nous. Donc, le mieux, c'est de tester et vous verrez. Et vous verrez. Et pour la partie administrative, même si je pense que ce n'était pas du tout la question, une particularité des associations, c'est que la plupart du temps, elles ne sont pas à la TVA, ce qui peut être effectivement une problématique à prendre en compte, mais là plutôt quand vous êtes un auto-entrepreneur et que vous travaillez avec une association que pour l'association en elle-même, qui a aussi quand même au niveau comptable quelque chose d'assez simplifié à gérer. Oui. Et la retraite en asso, je suppose que Si on est salarié d'association, bah, on est considéré comme salarié. Si on reçoit une forme de rémunération, ça dépend le format sur lequel c'est effectué, mais je ne pense pas. OK. Je n'ai pas cette connaissance. OK, trop cool. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on libère, ceux qui n'ont pas encore mangé? Il y a plein de gens qui nous disent merci. Bah, merci à vous. J'espère que ça vous a été utile. Nous, chez WebMyDay, on postera le replay cet après-midi sur YouTube. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, chez les autres, mais enfin, en tout cas, il y aura au moins le nôtre en replay, mais je suppose que vous aussi, vous allez le poster et puis, bah, Yes, comme dit, mais avec Livestorm, il est reçu automatiquement aussi par les gens qui sont inscrits, non? ouais. Après, tu restes sur Livestorm, donc voilà, c'est aussi une solution, effectivement. Eh bien, on nous dit bon appétit, donc je pense qu'on va y aller. Merci à tous. Merci Vincent, Olivier et Emilien d'avoir répondu à l'invitation. Comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous voir parler de ces sujets et de ne pas avoir à en parler moi parce que je dirais que des conneries. Donc, merci beaucoup. Comme dit, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous faire des retours. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprenants WebMyDay. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur Slack ou quoi pour nous dire voilà, si ça vous a plu, si vous voulez qu'on refasse l'expérience avec d'autres partenaires. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Au revoir. Merci à toi, Léopoldine. Bye. Bye.